Bien, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est une petite tentative. Alors l'idée c'est de travailler, de revenir sur les pages 224 et 225 de votre manuel pour aborder les conséquences des migrations internationales. Donc moi j'ai le manuel avec moi. Donc la première question proposait de réfléchir aux transferts financiers les plus importants, de savoir s'ils venaient des pays les plus pauvres et de rechercher quelques États où la part de ces transferts pouvait être importante relativement au PIB de ces États. Donc l'observation de la carte va vous faire apparaître qu'effectivement il y a une notion essentielle dans le contexte des migrations internationales, c'est la notion des remises, c'est-à-dire l'argent que les migrants, dès lors qu'ils auront des revenus et un travail, vont pouvoir renvoyer vers leur famille, rester au pays ou plus largement parfois village ou quartier de la ville d'où ils viennent. Et l'observation de la carte vous montre donc que les pays qui vont recevoir une part en volume la plus importante sont évidemment les pays très peuplés comme l'Égypte, le Nigeria, le Mexique et naturellement l'Inde, le Pakistan et encore la Chine et les Philippines par exemple. Donc ça c'est très important en volume, en quantité. Pour autant, ça va être des gouttes d'eau ou des parts assez négligeables dans le PIB de ces pays pour la plupart d'entre eux, à l'exception peut-être des Philippines d'après la carte. On va voir effectivement que en part de PIB, c'est-à-dire la part que représentent donc ces remises, ces transferts financiers de l'émigration dans les pays, ça va être dans les pays les plus pauvres que ça va être important, comme par exemple au Népal ou en Asie centrale, ou dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, où cette part peut atteindre 30%, un tiers du PIB du pays. Ainsi, par exemple, le Maroc est un pays qui va être extrêmement sensible à ces transferts financiers des communautés marocaines qui sont installées à l'étranger. Donc c'est cet aspect-là qu'il faut retenir de cette première question et de bien comprendre, par exemple, que si par une politique X ou Y on tarissait, on supprimait toute forme d'émigration, eh bien, on supprimerait par là même les remises de l'immigration et donc ça consisterait à appauvrir les pays d'origine de fait et la pauvreté étant l'absence d'horizon économique étant un moteur de ces migrations internationales, eh bien une telle décision consistant à tarir les entrées n'aurait d'autres effets à moyen terme que de renforcer le désir migratoire dans les pays les plus pauvres. Donc il faut toujours sur cette question-là prendre un peu de hauteur et éviter de céder aux passions parfois du moment, souvent irrationnelles. Vous noterez au passage que l'Amérique centrale est également extrêmement concernée par ces remises de l'immigration, évidemment en direction pour l'essentiel des États-Unis. La deuxième question vous invitez à essayer de comprendre l'expression ils sont riches de par leur différentiel de pouvoir d'achat à partir d'un texte qui évoque la condition d'émigrés maliens en France, etc. Bon, ils sont riches de par leur différentiel de pouvoir d'achat, ils sont riches, ils sont pas riches en France, ils sont même pauvres et très pauvres. Par contre, il est vrai que le fait d'avoir un revenu en France, eh bien, être pauvre en France ne signifie pas être pauvre au Mali, et donc c'est là que se situe cette différence, et c'est pour ça qu'on le formule comme tel. Ils sont riches de par leur différentiel de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir d'achat plus élevé tout en étant pauvres en France que leurs amis ou leurs familles restés au Mali. La troisième question partait d'une photographie qui était prise dans un quartier de Los Angeles, avec une maison, de toute évidence avec des éléments asiatiques en façade, et une devanture qui évoque l'East West Bank. Et bien là, c'est de vous montrer que les émigrés dans un certain nombre de pays vont avoir tendance à se regrouper entre eux pour des raisons culturelles, linguistiques, etc. Et former parfois des quartiers un peu spécifiques. On parlera de Chinatown pour
communautés chinoises hein, qui sont réparties à travers le monde et qu'on va retrouver dans des quartiers de nombreuses villes. Donc Chinatown, c'est ces quartiers chinois. À Paris, le 13e arrondissement peut entrer dans ce cas de figure. Et alors sur ces communautés qui sont regroupées les unes avec les autres, la notion à retenir ici, c'est la notion de diaspora. C'est la façon dont on va appeler ces communautés installées parfois un peu entre elles dans les quartiers des villes principalement. Alors les grandes diasporas, il y a les diasporas chinoises, la plus nombreuse à travers le monde. Ça se manifeste par des événements culturels, par des traditions spécifiques qui sont alors présentes un peu partout dans le monde. Mais vous pouvez voir différentes diasporas indiennes, pakistanaises à Londres par exemple, juives, arméniennes. Il existe donc comme ça de nombreuses diasporas à travers le monde. Et enfin la dernière question parlait d'émigration de cerveaux indiens vers les États-Unis, et notamment la perception positive et négative qui pouvait y en avoir. Alors cette perception elle peut être négative au pays, parce que finalement au bout du compte vont partir du pays un certain nombre de gens qui pourraient être utiles au développement du pays par leur savoir, et en même temps elle peut être perçue comme négative hein, dans le pays d'accueil, dans la mesure où ils vont constituer une concurrence. Pour autant, il y a un renversement possible dans la perception qui va être, alors pouvoir aussi être positive. Dans les pays d'arrivée, compte tenu de finalement la réussite sociale, les Indiens vont avoir un rôle déterminant par exemple dans l'épanouissement de la Silicon Valley aux États-Unis, et une perception également positive dans le pays de départ, parce que certains étudiants qui auront migré et qui ont été formés aux États-Unis pourront revenir parfois, même si c'est assez rare au pays, y déposer des brevets. Donc voilà, il y a un échange comme ça qui se fait, et les choses ne vont pas être simplement positives ou négatives. Quand on tourne la page dans la quatrième et dernière partie de l'exercice, c'est-à-dire comment les sociétés et les États réagissent-ils face aux migrations internationales. Alors c'est un sujet extrêmement tendu aujourd'hui. Là aussi, l'idée c'est d'éviter les passions et d'essayer de prendre un peu de hauteur. Un fait évident, et c'est l'objet de la première question, les États développés sont-ils les seuls à édifier des barrières contre les flux migratoires? Alors bon, non, ils ne sont pas les seuls, mais en tout cas, effectivement, ils en construisent. Les frontières sont de plus en plus renforcées, on parle de plus en plus de forteresses assiégées dès lors qu'on parle des pays développés. Les États-Unis développent l'idée de la construction d'un mur avec la frontière mexicaine. Alors, actuellement, il discontinue, mais la dimension du mur s'est aggravée depuis l'élection de Trump, comme vous le savez. En Europe, l'Europe va essayer d'endiguer les flux migratoires, notamment sur son flanc sud. Je pense à toute la mer Méditerranée, depuis Gibraltar jusqu'à la mer Égée. L'actualité récente entre la Grèce et la Turquie montre cette tentation de fermer les frontières européennes aux migrations. Pour autant, des murs, vous en avez un peu partout dans le monde. Et vous avez un certain nombre de pays qui ne sont pas forcément riches, qui se sont enfermés derrière ces murs. Vous pouvez trouver ça dans le Golfe Persique, autour de l'Arabie Saoudite, en Asie centrale, en Inde et au Bangladesh. Vous pouvez trouver ça bien sûr en Palestine, mais là il y a d'autres enjeux que des enjeux socio-économiques qui sont aussi des enjeux géopolitiques, on y reviendra. Donc voilà, il y a une grande diversité finalement des murs, mais quoi qu'il en soit, la tendance aujourd'hui est effectivement au bouclage des frontières extérieures. Melilla et Ceuta, c'est l'objet de la deuxième question, notamment de Ceuta, est en fait un lieu attirant les flux migratoires. Oui, parce que Ceuta c'est une enclave espagnole au Maroc, hein, c'est-à-dire qu'un héritage de la domination coloniale espagnole, une domination coloniale partagée avec la France au Maroc. Ceuta, donc c'est un micro-territoire espagnol sur le continent africain, et donc à partir de là c'est un point de fixation pour les candidats aux migrations vers l'Europe et vers l'Union européenne et vers l'espace Schengen. Et à partir de là, vous avez donc, c'est toute l'image de cette photographie, c'est l'enfermement de Ceuta pour empêcher l'entrée irrégulière de migrants, notamment issus d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne.
La troisième question est une réflexion sur la dimension contradictoire de la politique migratoire des États-Unis. Non, c'est la quatrième, excusez-moi. Ben oui, parce que aux États-Unis, ben, il y a plusieurs millions de sans-papiers. Il y a des politiques volontaristes de régularisation de ces sans-papiers qui sont absolument indispensables au fonctionnement de l'économie américaine. Il ne faut pas perdre de vue que l'histoire des États-Unis, c'est l'histoire des migrations internationales, puisque les États-Unis se sont constitués sur justement un afflux de migrants, notamment venus d'Europe, mais aussi d'Asie et d'Amérique et d'Afrique, enfin de l'ensemble du monde, et que effectivement, là aussi, compte tenu d'opinions publiques parfois hostiles, euh, bruyantes, eh bien, vous avez des politiques contradictoires qui peuvent être mises en place, alors avec parfois des politiques de régularisation, parfois des politiques de fermeté. C'est tout ce qu'on retrouve avec la photographie au-dessus sur une manifestation pour la régularisation des sans-papiers en France. Euh, je vous invite sur ces sujets, en l'occurrence sur la question des sans-papiers latinos aux États-Unis, à voir l'excellent film Blood and Roses de Ken Loach, qui va raconter effectivement le quotidien de ces femmes de ménage mexicaines, guatémaltèques, honduriennes, salvadoriennes, qui travaillent en fait dans les grands immeubles de Californie et qui n'ont pas de papier, qui à partir de là sont extrêmement vulnérables dans leurs conditions de vie, de travail, puisqu'elles n'ont pas de protection particulière. Donc Bride and Roses de Ken Loach, je vous le conseille. Enfin, et le dernier point, bien sûr, c'est de réfléchir à l'apport de ces populations émigrées dans les pays les plus développés. Bon, si on s'intéresse à un territoire comme la France, par exemple, ici, Coutances, on est dans une zone rurale, il y a une grande désertification, notamment médicale. Alors c'est très tendance aujourd'hui, la question des soignants. Bien beaucoup de soignants dans les zones désertifiées comme ça, de médecins, etc., sont ou bien originaires d'Afrique du Nord, mais aussi d'Europe de l'Est, et participent du coup à assurer la continuité des services publics, et notamment les services de santé, mais aussi d'éducation, par exemple. On est aussi dans une logique dans les pays les plus développés d'accroissement naturel de plus en plus faible. Et donc, à partir de là, la dynamique démographique des espaces les plus développés dépend notamment de cette question migratoire. Donc voilà toute une série d'enjeux qu'il ne faut pas négliger avant de se faire une opinion un peu trop tranchée sur ces questions-là.